Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Est-ce que tu as des questions ? Non, je suis un petit peu stressé, angoissé, on va dire, mais ça va aller en fait. Ouais. Ça va aller. Bah, il pourrait se passer quoi de pas bien ? Rien du tout. Non, mais c'est moi qui me fous la pression tout seul en fait. Bah, ça va très bien se passer. Je sais, j'ai écouté tes podcasts, t'inquiète. Je vais te lire ma petite intro. D'accord. Que j'ai écrite ce matin. Antoine, bienvenue chez moi. Antoine, tu m'as dit « Je veux témoigner sur ce podcast parce que j'aurais aimé entendre quelqu'un comme moi quand j'étais au fond du trou pour me dire « Je suis pas seul, je suis pas un débile, je suis pas un monstre ». Antoine, tu as 52 ans. Un jour, tu décides de quitter Paris pour t'installer en campagne. Tu pars avec ton copain, des projets plein la tête, mais ça dérape et vous rompez. Vous avez été en couple pendant 14 ans, donc tu rentres en couple à 38 ans, et là t'as 52 ans, tu te réveilles célibataire et à la campagne. Tu redécouvres la jungle Grindr et la violence des réseaux de rencontres. Et puis la personne la plus proche est à quelques kilomètres. Si dans ta tête, tu es toujours un jeune, le monde autour de toi te rejette. Trop vieux, tu dois mentir sur ton âge pour pouvoir rencontrer d'autres hommes. Petit à petit, tu tombes dans la solitude. Et un jour, en 2022, tu fais appel à un prostitué, un escort comme on dit aujourd'hui. Le sexe tarifé est facile, disponible. Tu me dis, faire appel à un escort, je vois ça comme une solution pour casser ma solitude et pas passer mon temps sur l'écran à être frustré et rejeté sur Grindr. Et puis tout dérape, tu deviens addict au sexe tarifé et à la drogue. Tu vas nous raconter aujourd'hui ton chemin, la descente et la remontée, ou peut-être je devrais dire les descentes et les remontées. Sinon on va croire que c'est un truc un peu linéaire. Ouais, là je suis les remontées, ouais, parce que c'est vraiment oscillatoire en fait. Ouais. Ouais. Là je suis en procédure de divorce, donc c'est un peu... pardon, tu vois, Ouais. ça commence. Ouais, c'est un peu oscillatoire. Ouais. C'est vague émotionnelle en fait. Donc, voilà. Toi, tu veux dire où est-ce que tu habites ? Ouais, j'habite à Bâle. Qu'est-ce que tu fais à Paris ? En fait, Paris, c'est mon centre, mon point de stabilité, en fait. Moi, je suis parisien. Je suis né à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. Et j'ai tous mes amis à Paris. Donc, c'est vraiment mon centre de stabilité. Je reviens ici, j'arrive gare de Lyon, j'ai un frisson. Automatiquement. Je me sens bien. J'ai mes repères. Je fais ce que je veux, en fait. Je suis libre à Paris. Du coup, je te propose qu'on fasse ça chronologiquement et que tu me racontes là l'avant-addiction. Et tu as dit un des déclencheurs, c'est partir à la campagne. Et là, tu viens de me dire, Paris, c'est mon centre. Ouais, c'est mon centre. Pourquoi être parti ? T'avais quelles attentes ? Par amour, en fait. Parce que j'ai rencontré mon copain à Paris, qui était au Savoyard. Et il m'a toujours dit qu'il voulait retourner dans sa... Je ne vais pas dire la région. Hein. Il voulait retourner dans sa région et j'ai été muté en Suisse, pour travailler en Suisse. Donc, pour retourner dans sa région. Mais bon, voilà, par amour. Pas par choix, on va dire. Et toi, tu dirais que... J'ai cru comprendre que l'addiction avait poussé sur un terrain favorable de solitude et de rupture. Oui. Toi, tu dirais que ça a commencé même pendant que vous étiez en couple, tandis que ça se délitait ? Notre couple se délitait au fur et à mesure. Le Covid a été dur, vraiment dur pour tout le monde en fait. Et tu te retrouves une espèce de huis clos à la campagne et tu avais le rayon de 1 km le radius. Ici, tu fais 1 kilomètre, tu as des choses à voir en fait. Là, ici à Paris. Dans le centre de Paris, tu as un radius de 1 kilomètre à la campagne, c'est quoi ? C'est des champs et de la forêt et rien en fait. Et donc ça a commencé à ce moment-là. Le huis clos était vraiment étouffant. Après une perte d'emploi, une dépression nerveuse, un délitement du couple qui se sépare,
L'un qui travaille beaucoup, l'autre qui se renferme en solitude. Mais toi, à ce moment-là, t'arrives pas à lui parler? Non. Bah, quand t'es en dépression, tu t'enfermes en fait. Mhm. Tu tais un peu ton mal-être. T'as pas envie qu'il se diffuse, s'infuse autour de toi. Donc tu te renfermes. Mais ton partenaire, mon mari, sent que j'ai pas bien, il ne sait pas quoi faire, il est désarmé en fait. Parce que quand t'es en couple, en fait, t'as deux personnes, mais tu vois, quand ton partenaire est pas bien et tu sais pas quoi faire, en phase dépressive, tu sais pas comment, t'es pas professionnel en fait. T'as pas les mots, t'as pas les gestes, donc moi j'ai pas su lui dire, il a pas su comment faire, et c'est normal en fait, on ne sait pas, on a peut-être dû se faire accompagner à ce moment-là les deux, et on l'a pas fait, mais le couple commençait vraiment à s'éloigner. À s'éloigner, ouais. Si jamais on se dit que la dépression c'est un déséquilibre qui dit quelque chose, Oui. c'est un symptôme qui tente d'alerter. Toi, ça t'a alerté sur quoi? Ça m'a alerté sur le fait que j'étais pas bien, que j'étais pas en phase avec moi-même, que j'étais pas bien en fait. À quel niveau t'étais pas en phase avec toi-même? Moi, je suis quelqu'un de très sociable en fait. Je suis un citadin, donc j'aime la vie. Et je me rappelle, j'étais revenu à Paris une fois, et on était en quartier Montorgueil. J'étais avec ma meilleure amie, et on marchait, et à un moment, je me suis arrêté. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mais ça me manque. Et j'ai entendu le brouhaha, en fait, des terrasses. Ce bruit-là, en fait. Et là, tu te dis, ouais, ça me manque. À la campagne, il n'y a rien. C'est le silence, en fait. Ça peut être reposant, mais quand c'est au quotidien, c'est un peu, pour moi, c'était un peu le supplice de la goutte d'eau. Je disais, j'ai appris à écouter l'herbe pousser. C'est bien, c'est la méditation pleine conscience, mais tous les jours, c'est infernal, en fait. Et t'as pas de choix culturel non plus, par exemple. Là, je viens à Paris, j'ai envie de voir des pièces de théâtre, aller au musée, voir des copains, sortir. T'as pas le choix. Souvent, j'ai l'impression que, en tout cas dans mon expérience de la dépression, c'est un tiraillement entre deux besoins fondamentaux. Bon, il y a de la confusion, mais c'est un tel tiraillement que ça explose. Et est-ce que, dans ce cas-là, toi, ton tiraillement, c'était « je veux pas être à la campagne » et à la fois « je veux pas perdre mon mari » ? Parce que là, tu le dis de façon tellement claire, et même à ton ami, tu étais en capacité de dire j'ai besoin de cette ville. Du coup, si tu savais... C'est un tiraillement, oui, parce que c'était entre mon besoin à moi de vivre en ville et peut-être son besoin à lui de se retrouver chez lui, en fait. Et puis là, il avait un bon travail. Il a toujours un bon travail. Donc, c'est un peu... ouais, c'est un tiraillement entre l'amour, enfin, faire quelque chose pour l'autre, mais s'oublier soi-même en même temps. C'est un peu ça. Donc, ouais, je suis d'accord. Et t'arrives pas à lui en parler? Non. Et là, si ton ex-mari écoutait, ça serait une découverte pour lui? Non, parce qu'on en a parlé depuis. Donc c'était difficile, mais on en a parlé. Tout ce que je vais dire, il le sait, parce que je lui ai dit pourquoi, ce qui s'était passé. Mais il n'est pas au courant que je témoigne. Mais il est au courant. Parce que je préfère être sincère. Je ne parle pas de vérité, en fait. Je préfère parler de sincérité. Donc, après avoir menti pendant des années, à mon partenaire, moi, mes amis, des années, 2-3 ans, maintenant, je me suis dit, cette année, au 1er janvier, je vais être sincère, en fait. Menti sur les addictions? Les addictions, oui, parce que les addictions, c'est quelque chose que tu caches, en fait. Et au 1er janvier, t'as dit déclic. J'arrête de me mentir, je veux être sincère, j'en ai assez, c'est pas moi, en fait. Donc, la plupart, tous mes amis m'ont dit, on ne savait pas que tu allais aussi mal. On n'a rien vu. Au bureau, on n'a rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils ont simplement vu que j'avais extrêmement maigri. Mais j'ai performé dans mon travail, dans mon nouveau travail. Mais personne n'a rien vu. Donc tu caches, quand tu es addict, tu caches par un sourire, par une disponibilité, voilà. Enfin, tu caches, tu arrives à mentir, en fait. Tu te mets un masque. Et ça, c'est assez déroutant de facilité, en fait. On on creuse de façon chronologique. Oui. Et donc sur la
sur ce que exprime la dépression, où moi j'ai envie de comprendre comment t'as glissé dans l'addiction. Toi tu dis, je suis à un endroit où j'aime pas être. C'est vrai. Comment j'ai glissé dans l'addiction ? En fait, tu rends compte, quand t'es un peu dépressif, t'as une faiblesse en fait, t'as un terrain, on va dire favorable, un terreau favorable à différentes choses qui peuvent te permettre d'accéder à une part de bonheur. Ce qu'on appelle, c'est la chasse à ce que j'appelle la dopamine en fait. Donc tu vas essayer de trouver tous les moyens pour trouver ce bonheur en fait. Juste un moment, un moment de en suspens. Mais que je comprenne bien, toi ton cerveau il t'indiquait que si tu en parlais à ton mari, et par exemple que tu proposais une relation à distance, tu dis moi je rejoins une ville, on se voit le week-end, enfin ça, cette petite solution un peu concrète, facile, à cette époque-là ton cerveau il disait quoi ? On l'a faite en fait. Je suis parti un an, j'ai quitté la région pour retourner à Bâle, en Suisse. C'est quand même à 3 heures de train, 3 heures de route. Mais ça n'a pas marché. La relation à distance n'a pas marché parce que je pense que c'est retrouvé seul dans une grande maison. Lui aussi isolé cette fois-ci. Donc, et moi j'étais dans une ville à travailler. T'étais mieux toi ? Ah oui. Moi à Bâle, j'adore la ville en fait. C'est la ville culturelle de Suisse, il y a plein de choses à faire. Je suis un fanat de musique électro, donc tous les week-ends il y a quelque chose à faire. Donc c'est une ville qui est assez vivante, sur 3 pays. Donc tu as une interculturalité assez importante. Là l'été arrive, donc en fait, la dépression c'était uniquement le lieu. Et dès que tu sors du lieu, tu retrouves tes capacités. C'est ça ? Tout à fait. Ça me semble tellement simple. Mais ouais, il fallait le faire. Ça me semble bizarre. Ouais. J'ai l'impression qu'une dépression, c'est une maladie beaucoup plus complexe que ça. C'est complexe, mais il faut trouver les facteurs qui génèrent cette dépression, en fait. Et le seul facteur pour toi, c'était le lieu ? Bah non, le rejet. Là, c'était le rejet, en fait. Du lieu, des personnes où tu vis. Parce que tu vis à la campagne, t'es un couple homosexuel dans un petit village de 1700 personnes, c'est pas tellement facile. Donc tu n'arrives pas à connecter. On te répond par exemple il en faut, ou alors je sais pas, des questions un peu stupides. J'en connais moi aussi. Tu connais cet homosexuel, ce gay, est-ce que tu le connais? Question un peu bête. Pourquoi je connaîtrais tous les homosexuels de Terre en fait, sur Terre? Ah oui, le fameux. Il est homo. Tu le connais? Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Qu'est-ce que j'ai eu encore un peu de racisme aussi. Ça, j'ai un peu surpris. J'avais un très beau t-shirt que j'avais pris une expo à Paris. Il y a marqué Paris en lettres latines, tu vois, enfin Paris. Et en dessous en arabe. C'était joli. Qui était en bleu, en arabe. Et Paris, c'était écrit en rouge. Je rentre dans un bar et le barman me dit « Ouais, je préfère ce qui est écrit en rouge. Paris. » Je trouvais ça un peu violent en fait. Tu vois. Donc tu trouves à des... Ici à Paris, tu ne seras pas confronté à ça d'une façon, on va dire, aussi directe. Donc ça... Enfin, toi. Ouais. Mais, le racisme à Paris existe. Ouais. Mais moi, en tant que blanc, caucasien, je ne suis pas confronté à ça en fait. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, explique que quand t'as des gens un petit peu ignorants, un petit peu gauches, un peu maladroits, parce que ce que tu exprimes, c'est une forme de violence, hein, j'essaie pas de dire c'est... Mais moi, moi j'en ai eu plein comme ça, et il y a des jours où je navigue avec ça, et il y a des jours où ça me met en colère. Est-ce que toi, t'arrives à comprendre pourquoi, pour toi, c'était pas possible? Parce que t'es d'accord que c'est assez maladroit, ce qu'on te dit, mais que c'est... Je sais pas, J'ai pas le temps de les éduquer, en fait. J'ai pas le temps de répondre ni de perdre mon temps à ça. Parce que je serais tout le temps en colère. Donc ce serait une perte d'énergie assez incroyable. Tu te sens pas accueilli? Tu te sens pas chez toi? Je me sens pas chez moi. Et je suis hypersensible, enfin diagnostiqué comme tel. Donc je prends les émotions. Mes émotions sont assez vives, en fait. Et comme j'ai pas de filtre, quand on me dit une chose, moi je prends brut de décoffrage, quoi. Je prends le truc. Avant, j'aurais plutôt tendance à m'énerver ou à sauter,
façon imagée, à sauter à la gorge de la personne. Mais là, maintenant, non. Ça sert à rien. Je préfère... cette énergie... Enfin, tu regardes la personne, tu souris ou... Tu prêtes même pas attention, en fait. Dans ton couple, Oui. De 14 ans de couple, il y a donc pas mal de temps que vous avez vécu en ville. Oui. J'en ai vécu jusqu'en 4 ans. Et t'étais heureux à ce moment-là? Heureux, ouais, mais c'était pareil, je trouvais que je changeais, en fait. C'est 2014-2015, c'était un peu chaud, là, le truc. Non, je comprends pas. C'est quoi chaud, le truc? Moi, à Paris, j'ai vu changer, en fait. Il y a eu plus d'énervement, plus d'agressivité qui est venue au fur et à mesure. Bon, après, tu as eu les épisodes 2015, les attentats, donc c'était un peu violent. Donc, à l'époque, j'étais content d'être loin de tout ça. Je pense que j'avais besoin aussi de recul, tu vois, par rapport au travail, etc. Aller à la défense, c'est pas non plus quelque chose de bien. Et puis là, j'avais une belle opportunité de carrière en Suisse, quand même, ce qui est intéressant. Alors, attends, j'essaie d'enquêter, et du coup, j'essaie de comprendre... toi, t'étais bien en ville, avec ton copain, ou pas? J'ai mal compris. Ouais, en fait, on a cherché un appartement à Paris. Moi, j'aurais voulu acheter, lui aussi, mais on n'était pas d'accord. Et puis après, bon, lui, son projet de retourner en Suisse. Moi, j'avais peut-être, pourquoi pas. Opportunité en Suisse, c'est que tu as travaillé en Genève. Moi, ouais. J'ai écouté les podcasts. Et je crois qu'on était à un moment, on a failli être voisins. C'était. J'étais au Global Health Campus. Donc j'étais en face, et comme toi, j'étais déçu. À ce moment-là, pourquoi pas? Tu sais, c'était... en plus, tous les ans, on allait randonner, tu sais, faire des trucs à la montagne. Donc c'était cool, je me dis pourquoi pas, tu vois. Soit je pose mal ma question, soit tu l'évites. Ouais, vas-y. Et si tu veux l'éviter, tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, j'essaye de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, tu dis, c'était vraiment une souffrance. J'ai vécu une souffrance et c'était très difficile à la campagne. Tu donnes l'exemple de ces mots. Toi, te rejettent, t'excluent et te font sentir pas bien. Et en fait, donc, j'essaye de comprendre. Ça, c'est venu au fur et à mesure, doucement, tu vois. Attends, du coup, laisse-moi. Pardon. Et du coup, dans les années où t'étais en ville, moi, j'essaie de comprendre comment t'étais bien. J'essaie de comprendre à cette époque-là, si tu dis, moi, vraiment, en ville, j'étais bien. Donc, je te demandais, sur tes 4 ans que vous avez passé en couple en ville, toi, tu te sentais comment? Moi, je me sentais bien, à tel point, quand on a partagé notre projet de partir, l'ensemble de mes amis, je dis 100%, y compris ma famille, m'a dit, impossible que tu ailles vivre à la campagne. Dans 6 mois, tu reviens. Tout le monde disait ça. Certains de mes potes me disent, il n'y a pas plus parisien que toi. J'y croyais pas, mais je me disais pourquoi pas. Et j'avais besoin à ce moment-là peut-être de souffler aussi, tu vois, parce que d'un moment la ville peut te prendre en fait, tu vois, t'envelopper, t'étouffer. Peut-être ce besoin à ce moment-là. Mais c'est quoi la différence entre... alors, t'as dit ton vrai prénom que je vais biper, tu t'en es pas rendu compte. Je te rappelle, attends, faut que je me souvienne, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Antoine. Antoine. C'est ça qu'on a dit, hein. Mais là, ça peut être étrange de le dire, mon autre prénom, c'est... Ne le dis pas, mais tu viens de le dire, je vais te biper. Mais donc, entre le Antoine de cette époque où tu vas bien, en fait, t'as aussi dit à Paris, c'était compliqué, donc c'est ça que j'essaye de comprendre. Le Antoine où t'es en couple à Paris, ville que tu aimes, et le Antoine à Bâle. Ils ont 20 ans d'écart. Grosso modo. Le Antoine à Paris, maintenant que tu le regardes, lui, du coup, il allait bien, il n'y avait pas ce terrain de dépression? Est-ce que j'ai non, parce que, comme je dis, à Paris, c'est mon point de stabilité, en fait. Donc, je sais que quand je vais pas bien, je sais où aller, je sais comment me faire plaisir. C'est ces petits plaisirs qui peuvent te permettre d'aller mieux, tu vois. Donc, à l'époque, il y avait 0 terrain dépressif. Il y en a eu un, mais bon, c'était une rupture, tu vois. Donc, c'était pas lié à la ville. Par rapport au travail, j'en ai eu... Oh, mais c'était concomitant. Mais non, en fait, voilà. Après, c'était... Quand t'es en couple, quand t'as un projet, t'en as un qui veut retourner dans sa région. Je te promets que j'ai bien compris la dynamique du départ. Mais je veux dire, moi, à Paris, je suis bien. En ville, je suis bien. Ouais, c'est ça. À la campagne, c'est bien. Quelques jours. Au quotidien, non. C'était pas pour toi. Mais ça, j'ai bien compris. Parce que, tu vois, t'es d'accord que moi, à Paris, je vis l'homophobie que tu décris à la campagne. Elle a pas le même visage, elle est pas la même chose, mais j'habite
dans Paris, dans un des 20e arrondissements. Bon, enfin, ils sont pas tous pareils, c'est un peu débile. Bon, j'ai pas envie de dire où j'habite, mais en gros, genre, je tiens la main à mon copain. La dernière fois, j'ai pris note. Il y a 5 personnes qui m'ont regardé fixement, où je me disais, ah, la personne n'a pas l'air d'être contente, là. Après, est-ce que c'est moi qui... Après, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai de l'empathie pour toi et je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est différent des regards que des mots. J'essaie pas de comparer. Ce que je voulais dire, c'est que moi, en ville, je ressens aussi de l'homophobie. Toi, tu l'as ressenti quand tu étais Paris à Paris, ouais. Alors moi, en fait, j'ai pas eu la même approche que toi. Je suis pas, on va dire... en début de ma relation, je me rappelle, mon ex me disait no PDA, no public... Public display of affection. Attends, on le dit en français. Pas de marque d'affection en public. Merci. On est pas mal quand même, t'as vu? Moi, ça me dérange pas. Je vais pas prendre la main tout le temps, mais tenir un petit peu la main ou l'embrasser, ça me dérange pas. Qu'on me regarde ou pas, je m'en moque. Là, je veux dire, je vois, parce qu'en fait, quand je suis dans ce moment-là, je vois personne d'autre. Qu'on me regarde ou qu'on me regarde pas, c'est pas mon problème. Qu'ils rejettent ou qu'ils acceptent ce que je fais quand j'embrasse mon copain, je lui tends la main, je prends la main, je le prends par la taille, je l'embrasse ou je lui fais un câlin. Ce qui est autour de moi, je m'en moque, tu vois. En tout cas, lui disait pas au début, marque. Ça a changé, ouais. Donc, mais du coup, je comprends pas comment à la campagne où vous habitez, les gens savent que vous êtes homosexuel alors qu'à Paris... On le disait pas. On le disait pas, tu vois, il y en a... puis en plus, on disait ça se voit pas. Comment ils savaient? Parce qu'on le disait, après, quand on s'est mariés, on a eu un article dans le journal, tu vois, donc tout le monde a su qu'on était homosexuel. Après, t'as une sorte de curiosité. Donc on a eu plein d'amis hétérosexuels pour se dire c'est cool d'avoir des copains homo, tu vois. Mais à la campagne, c'est un peu plus discret en fait. Tu vois beaucoup de garçons, ils vont pas forcément se tenir la main, ils vont pas forcément s'embrasser. Ouais. T'as des lieux gays, par exemple, t'as une plage, t'as des endroits gays qui sont connus. Voilà, mais c'est pas quelque chose que tu vas pas voir dans la rue, comme tu peux voir à Paris, des gens qui se prennent dans la main, qui s'embrassent. Tu peux voir ça dans certaines villes de Suisse. À Bâle, je vois pas trop les garçons. Tu reconnais les couples, en fait. Hein. Donc là, quand tu es à la campagne, vous avez un article de journal. Quand on se marie, ouais. Pourquoi ? Parce que la photographe était reporter du journal régional, et donc on a un article. En quoi c'était news à l'époque ? Le mariage pour tous venait de passer ? Non, c'était en 2020, et on était le premier couple, on était mariés. On était mariés. C'était le premier couple d'hommes dans notre village. Donc, donc ça, c'était cool. On était le premier couple pacsé dans le village. Ah, mais donc je comprends mieux pourquoi vous avez une série de remarques verbales. On l'a eu, mais bon, voilà, parce que les gens parlent, tu sais. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'était surtout la curiosité, en fait. Tu dis, à la campagne, les hétéros, ils aiment bien avoir... Ah, c'est cool d'avoir un couple gay. C'est vrai ou c'est toi qui n'aimes pas la campagne ? Parce que je trouve que c'est une grosse généralisation. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'homophobie, mais dans l'intégralité de tes potes hétéros suite à l'article, c'était que des gens qui voulaient avoir l'air cool ? Ouais, je sais pas, parce que... voilà, mais je sais pas, mon ressenti à moi, c'est que j'ai plus une curiosité de leur part qu'autre chose, en fait. Tu vois, que c'est cool d'avoir un couple homo dans ses potes ou un couple de lesbiennes. C'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que je me trompe, tu vois, mais ce que j'ai ressenti. Ils te l'ont pas dit, mais tu l'as ressenti. Comme ça, ouais, tu vois. Parce qu'ils t'ont invité une fois, puis ils t'ont plus calculé. Non, mais on se voyait assez souvent, tu vois. Mais je veux dire, c'était un peu l'impression que j'ai eue. Et tu vas à une salle de sport à Paris, par exemple, t'as 80%, 90% d'homosexuels, tu vois. Non. Enfin, moi... Une salle de Paris. En grosso modo, t'as beaucoup... Toutes les salles de sport de Paris, quelques-unes. 90%. Quelques-unes. Enfin, à l'époque, moi, j'allais à la République, j'allais au Grand Boulevard. Et t'avais beaucoup de copains, quoi. Et là, c'était plutôt familial, les salles de sport. Des enfants, des trucs. Donc, c'est un peu différent d'une sorte de curiosité. Moi, j'ai l'impression que c'était une sorte de curiosité par rapport à nous, tu vois. Donc... Si je viens te chercher dans ton discours, est-ce que... je crois qu'il y a aussi un moment donné où quand on n'est pas bien à un endroit, on devient aussi un peu parano. Je suis d'accord avec toi. Tu te méfies de tout, en fait. Ouais, c'est ça, parce que... Tu te méfies de tout, tu analyses tout.
Est-ce que tu te dis, est-ce que je fais bien les choses, je fais mal les choses, donc tu te remets tout le temps en question, en fait. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que, tu vois, Ouais, t'as raison. Et... Parce que t'as un manque de confiance en toi qui s'installe irrémédiablement, en fait. Et qui n'était pas là avant. Si, qui a toujours été là. Quand t'es un terreau dépressif, tu manques de confiance en toi dès le départ, quoi. Tout à l'heure, parce que je te demandais, est-ce que t'as un terreau dépressif? Et quand t'étais à Paris, tu m'as dit non. Non, mais il est là. T'as un truc au fond de toi. Tu sais, quand je dis que j'étais hypersensible, t'as une sensibilité, en fait. Tu vois, donc t'as quelque chose qui est là. T'es prêt, en fait. Donc quand ça va pas, ça va pas. Et cette hypersensibilité, elle s'exprimait comment quand t'étais à Paris? Donc, dans le milieu campagne, j'ai... À Paris, comment elle s'exprimait? T'as des fortes émotions, quand même. Par des colères, des fois, quand ça allait pas. Mais ce qui surprenait mon ex, il me dit, mais pourtant, les hypersensibles, ils aiment pas les bruits et l'odeur. Pourtant, dans le métro, c'est horrible. Il fait, mais quand t'es habitué depuis tout petit dans le métro, tu fais ta bulle, en fait, tu vois. Tu fais abstraction du reste. Tu te protèges, tu mets un masque. Ouais, c'était ça. Cette hypersensibilité, t'as d'autres façons, parce que tu disais, donc, quand je me mettais en colère, ou bien, en fait, si j'essayais de marcher un peu dans tes chaussures d'hypersensible, ça donnerait quoi? J'ai reconnu un peu dans un de tes témoignages, comment il s'appelle? Lola Wesh. Il s'est reconnu un peu dans son témoignage. Je ne me rappelle plus de son prénom. Excuse-moi, Lola. T'inquiète. Je me suis reconnu dans ce témoignage. En fait, t'as à fleur de peau, en fait. T'as des sautes d'humeur, tu sais pas trop... quelque chose qui va pas, t'as du mal à l'exprimer parce que tu veux pas froisser les autres, etc. Parce que tu penses aux autres en toi-même, tu essaies de les protéger, et puis à un moment, ça explose en pleurs, en colère ou en joie. Tu vois, c'est les émotions exacerbées. Pour moi, c'est pas de la bipolarité, mais c'est quelque chose de fort. Tu vois, un petit truc qui passerait inaperçu pour, je sais pas, toi. Tu viens de dire, pour moi, c'est pas de la bipolarité parce que le diagnostic médical est incertain? Non, je suis pas bipolaire, en fait. Je suis suivi, c'est pas bipolarité. Ok. Non, mais j'ai pas compris parce que si on a posé un diagnostic et après toi tu dis pour moi c'est pas de la bipolarité. Parce qu'en fait Lola avait dit que c'était bipolaire, je crois, sur son. Ah oui, mais ça c'est et son prénom c'est Tom. Tom, je suis désolé. Ouais, parce que je pense que c'est vachement important pour justement comprendre ce terrain, de marcher dans ton, enfin tu vois, de comprendre qui tu es, comment tu es, comment tu vis le monde. Parce que du coup c'est aussi comme ça que quelqu'un qui pose des mots que moi, Guillaume, je pourrais considérer maladroits, qui moi d'ailleurs peuvent me mettre en colère et tout, mais toi tu les vis autrement. Et c'est ça qui m'importait de... Ouais, je comprends. Tu vois, et c'est un peu ça quand je te demandais, est-ce que tu te sens parfois parano ou est-ce que tu es d'accord que... Moi, mon enjeu, c'est de faire émerger ton discours et ton ressenti. Parce que le moment où... Donc moi, je questionne pas que tu te sentais une bête de foire pour les hétéros. Et j'avais besoin de comprendre comment toi tu ressentais ça, parce que tu vois des hétéros qui viennent te voir souvent, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu te dises ils sont pas vraiment mes amis, quoi, ils m'utilisent? Parce que en fait on a eu cette conversation avec mon ex, il me disait je me rappelle, j'étais d'accord avec lui, il me disait moi avec des garçons hétéros je me sens mal à l'aise, je me sens pas accueilli. Il y a toujours cette retenue, en fait, où tu as cette sorte d'ambivalence, où nous, dans notre couple, on se rapprochait là-dessus. Quand t'étais on pouvait jamais se trouver seul avec un copain hétéro, sans qu'une sorte, on sentait une gêne. Ok. Et toi, cette gêne, si tu parles en ton nom, c'était quoi les petites phrases dans ta tête? Pourquoi moi, je pense que lui, plus que moi. Parce qu'en fait, là, j'ai un très bon pote hétéro, il n'y a aucune question, en fait. Il n'y a aucune ambivalence. Ok. Parce que c'est clair, tu vois, il va se marier, il est très bien, j'ai dîné avec lui hier soir, c'était super cool avec sa femme, maintenant. Mais il n'y a aucune ambivalence. Moi, j'arrive un peu ce que je suis on me pose des questions sur ma sexualité, ouvertement, je réponds, tu vois. Il n'y a aucun problème. Et pour moi, les potes hétéros sont asexués. Mes vraiment amis, hommes ou femmes, hétéros sont asexués. Même homosexuels, ils sont asexués. C'est des amis avant tout.
Après, pour entrer dans ce cercle-là, c'est un autre travail. Mais il est vrai que des fois, je me trouve face à des mecs hétéros, tu sais pas trop où, qu'est-ce qui se passe, tu vois, les questions qu'on te pose. Je me rappelle, à un mariage, on me posait des questions. J'étais passé à la questionnette par un mec. C'est un peu bizarre. Hein. Et pour couper court à la conversation, j'ai fait, écoute, si tu veux, viens dans les shots, je te suce, quoi. Tu vois, je veux dire. Il posait quoi comme question? Enfin, il demandait comment ça se passe, comment t'as su que t'étais homo. Il est 2h du matin, t'as un mariage, t'as un peu bu, t'as pas envie de parler de ça, quoi. T'as pas envie de faire le psychologie de comptoir, quoi. Donc c'était un peu bizarre, tu vois, une certaine curiosité, le mec qui avait un peu faim, enfin un truc un peu bizarre. Le mec un peu faim? Qui avait un peu faim, enfin. Qui avait faim. T'es un peu chaud, quoi. Non, il a répondu quoi à ton invitation aux toilettes? Il s'est retrouvé un peu et puis il est parti, quoi. Et puis moi voilà, mais j'ai trouvé ça bizarre quand même, tu vois. Il m'a fatigué en fait, tu vois. Donc toi tu identifies ton inconfort par rapport aux hommes hétéros dès lors que tu te dis que peut-être qu'ils sont intéressés, peut-être qu'ils cherchent quelque chose. Ah non, pas du tout. Moi je me dis, pour moi, je me dis peut-être qu'ils vont croire que j'ai envie d'eux, que j'ai envie de leur sexe, que j'ai envie non, pas du tout en fait. J'ai pas envie. En fait, c'est parce que je suis homo que tous les hommes vont m'attirer, que je suis un pervers sexuel. Que je pense qu'à ça. Non. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'ai la même chose qui se fait dans ma tête. Et pour moi, c'est ma responsabilité et c'est mes traumas qui font activer ces petites phrases dans ma tête. C'est-à-dire, et ça fait 10 ans que je travaille sur mon rapport à mes potes hétéros, où en fait, je sais qu'il y a zéro ambiguïté, mais moi, j'ai peur. T'as peur de quoi? Moi, comme tu dis, dans ma tête, je me dis... et s'ils pouvaient penser que j'avais envie d'un rapport sexuel avec eux? Mais t'en as pas envie? Attends, parce que du coup, toi, tu disais justement ça. Tu disais exactement la même chose. Hein. Ouais. Et pour moi, je sais pas comment j'ai réussi à creuser un peu le podcast a beaucoup aidé aussi. Et puis... mais ça a transformé mon rapport à mon frère. Enfin, il y a beaucoup d'hommes hétéros, donc tu vois, moi, c'est pas un enjeu avec la campagne ou autre. Enfin, à Paris, je vis aussi ce que toi tu dis, et ça a été tout un cheminement. Et je saurais, et je sais te dire maintenant que j'ai des potes hétéros avec qui j'ai coupé les ponts parce que mon inconfort, il venait exactement de ce que tu as dit. Donc, il y avait pas d'ambiguïté. En revanche, je me sentais un peu toujours bête de foire. C'est-à-dire, cette façon, dans des groupes où t'es un des seuls gays, où en fait, je sais pas, t'as le droit de dire tout ce que tu veux, mais quand toi t'as parlé, personne n'essaye de se connecter à ce que tu dis. Je suis d'accord. Donc, moi, je dois un peu toujours les reformer sur les violences LGBTI-phobes, et je suis là, en fait, il n'y a pas de soin. Moi, j'ai un soin envers les hétéros de comprendre leur délire d'enfant ou tout ce qu'ils veulent et tout. Et j'adore ça. Hein, y a pas de problème. Là, je parle avec un peu de mépris. Parce que pourquoi pas. Mais tu vois, genre, non. Et il n'y a pas de soin à l'inverse, où en fait, les gens vont comprendre pourquoi je fais un podcast sur ça, c'est quoi mon chemin, c'est quoi. Il y en a pas mal, c'est de mon école de commerce. Il y a personne qui vient me voir en me disant mais du coup en fait toi c'est passé quoi pour toi, c'était quoi d'être un des 2 seuls gays de l'école de commerce? Et en revanche il va y avoir des petites ils sont contents d'écouter mes histoires croustillantes et il va y avoir des petites mimiques, des petits trucs de visage ou des petites paroles qui me font bien comprendre que eux sont de la norme, qui comprennent pas trop mon monde et ça les fait rire, ils prennent ça avec légèreté, tu vois. Et moi, en fait, je m'y retrouve pas du tout dans ce rapport-là. Donc après, il y a des gens avec qui j'ai envie d'investir, à qui c'est ma responsabilité de dire, tu sais, là, ça commence ça me va pas, en fait. Quand tu m'as dit ça, ça fait 10 fois que bon, donc une dernière fois, je te réexplique mon contexte, viens dans ma vie. Et non, en fait, faut que tu comprennes que si je parle de sexe, c'est pas parce que je suis un vieil obsédé. Non, en fait, sucer un mec derrière un buisson, c'est pas
c'est pas que juste parce que je sais pas tenir mes désirs et mes machins. Et bon, enfin, et à un moment donné, moi, je suis prêt à partager tout un tas de trucs et à éduquer, entre guillemets, si en face, la personne a envie et a pas un rejet profond de mon monde. Tu vois ce que j'essaie de dire ? Je comprends. Donc, moi, j'ai pas envie de les éduquer. Et juste pour terminer, j'ai du coup aussi identifié des potes hétéros hommes avec qui il y a l'espace de dire tout ça, oui. Et où j'ai pu... c'était un peu à double sens, quoi. C'était eux, j'avais besoin qu'ils soient à un certain endroit, et moi, j'avais aussi besoin de me poser, de pas être étouffé par ma colère, de pouvoir dire, bon, attends, viens, on fait une petite mise à jour, il se passe un truc important là pour moi. Et en fait, quand j'ai osé dire, bah en fait, mes potes hétéros mecs, ils étaient là, ah ok, ouais, je comprends. Il y avait aussi une part de moi qui disait pas, Et du coup, eux, ils étaient maladroits parce qu'ils n'avaient pas chopé le truc, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai dit, bah, ça a transformé la relation. Ils comprennent pas. On n'a pas été éduqués dans les relations homosexuelles, tu vois. C'est pas le truc, en fait, dès le départ. Donc après, comment expliquer quelque chose que personne ne comprenne pas, qui n'est pas leur monde ? C'est un peu compliqué aussi pour eux. Non, ça pas du tout. Enfin, moi, la capacité d'empathie quand quelqu'un vit un truc que tu vis pas. C'est pas une question hétéro-homo, c'est une question de... Enfin, c'est mon avis. Moi, je cherche pas à... J'ai plus d'amis filles, où je peux parler ouvertement de cul et me marrer, tu vois, parce qu'on... Voilà. Après, je suis plus réservé avec mes potes hétéros sur ma sexualité, ça les regarde pas trop, et puis je leur demande pas ce qu'ils font, tu vois, ça m'intéresse pas. Est-ce que pour toi aussi, il y a une peur... Moi, j'ai été harcelé au collège et au lycée. Est-ce que c'est pas aussi notre peur là qui se rejoue face à l'homme hétéro qui... De la primaire au collège, le PD du collège, le PD que j'ai vécu, c'était une horreur, quoi. Donc, ouais, ça j'ai vécu, ouais. C'était dur, violent. Ça marque. Ouais. Parce que t'as le rejet après. Après, t'as une sorte de paranoïa. Parce que tu dis, si j'agis comme ça, si je parle comme ça... C'est marrant, je fume, mais j'ai commencé à fumer à 17 ans pour... que ma voix soit plus grave. Tu vois, c'est stupide pour se cacher, alors que c'est complètement débile en fait. Mais le pouvoir des mots, le pouvoir des regards, etc., quand t'es gamin, ça te marque à vie en fait. Ça te crée une insécurité, une paranoïa, ça te crée un terrain dépressif en fait. C'est quelque chose qui est là. Parce que t'es jamais sûr de toi, t'es jamais sûr de ce qu'on va dire. T'es jamais sûr de ce qu'on va penser de toi. T'es jamais sûr des coups que tu vas dire. T'es jamais sûr de la personne avec qui tu as parlé. On va dire peut-être un bon pote ou une bonne copine qui peut répéter ça après quelqu'un d'autre. Donc tu sais pas trop à qui te confier, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense, enfin pour moi, ma méfiance à me confier, dire que je suis assez extraverti, mais au niveau des émotions, je suis extrêmement pudique. Il n'y a que 2 personnes qui m'ont vu vraiment pleurer. À 20 ans d'écart, et la dernière, c'était mon meilleur pote homo, il y a 2 mois. Voilà, 2 personnes. Je suis extrêmement pudique parce que j'ai peur, en fait, de montrer ça. Maintenant, sachant... Et des coups que tu peux recevoir. Moi, je trouve que du coup, quand on fait le lien avec être le couple gay du village, moi, ça me fait revivre être le gay du collège. Ouais, où t'as la série Little Britain, I'm the only gay in the village, tu vois. C'est une série anglaise qui est assez marrante. Ah ouais, je la connais pas. Bah regarde, tu verras. Donc, mais non, enfin mon ex et moi, on est plutôt, enfin, il est assez masculin. On se fond dans la masse en fait, tu vois, parce qu'on n'a pas non plus envie de recevoir des coups. Tu vois, parce que lui aussi, il a vécu le rejet au collège, donc on s'est retrouvé un peu... Toi, aujourd'hui, tu vois que tu altères la performance de ton genre, enfin, tu t'assures de bien avoir l'air masculin pour être en sécurité ? Je suis un homme, déjà. Être un homme et avoir l'air masculin, ouais, tout à fait, n'a pas de rapport. Exact, ouais, tout à fait. J'ai mon côté féminin, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, si je vois une fleur, je vais la sentir, je machin. Si j'aime bien la musique, j'aime bien les trucs un peu doux, tu vois. Aimer les fleurs, non, c'est féminin. Non, je sais pas, je veux dire, des trucs un peu... des trucs un peu... j'assume mon côté féminin, il n'y a aucun problème. Mais je vais pas non plus faire... Enfin, je sais qu'on n'est pas dans un monde qui est accueillant, tu vois, de base. Et j'ai pas envie de recevoir des coups parce que je les ai reçus, tu vois. Donc je sais que ça fait mal. Donc, mais... C'est quoi les choses
dites féminines que tu caches pour pas recevoir de coups. Quand là, tu habitais à la campagne avec ton ex-mari, tu faisais attention à la posture, des trucs comme ça, tu sais, des trucs ou à des intonations, enfin pas intonation de voix, mais des propos, des blagues, etc. Tu vois, faire un petit peu attention quand même. La posture, c'est comment ton corps se met. Ouais. Tu vas croiser les jambes, des trucs, des conneries, tu vois. C'est vrai que tu as les jambes très écartées là. Tu vois, là on est à 2 doigts du mansplaining. Exactement, je pensais exactement la même chose. Mais tu vois, moi j'aime bien être comme ça, tu vois. Donc c'est. Là, tu viens de replier, de croiser les jambes. Donc c'est des postures, en fait. Moi, personnellement, t'as vécu une violence, t'as pas envie de la revivre parce que c'est une douleur, donc tu te mets un masque. Parce que dans le village, vous allez au bar du coin. Non, mais j'y vais tout seul, on n'y allait pas. Moi, je pas chercher des clopes ou c'est ça. Boire un café, tu vois, quand je travaillais pas ou quand j'étais au chômage ou quand j'étais à la maison. Au café, tu croises pas les jambes. Non, j'étais voilà. Ouais, bien sûr. On parlait pas, mais tu sens que tout le monde le sait, quoi, en fait, parce que ça parle beaucoup. Hein. Oui, dans le village. T'as dit 1700 personnes. Et je me rappelle un vieux monsieur jardinier. À un moment, t'as un vieux monsieur qui est venu me voir. Et qui vient me voir et qui parle avec moi. Il me fait « Oh, madame doit être contente. » Et je lui fais « Non, c'est pas madame, c'est monsieur. » Et là, c'est lui qui m'a dit « c'est vrai qu'il en faut. Des gens comme vous. » Bon. Il en faut. Des gens comme vous. Bon. D'accord. Les gens sont cons. Ou alors... Il en faut. Moi, ce que je ressens, c'est... j'ai pas le choix. Il y a une obligation qui s'impose à moi et je hausse les épaules en disant bon comme il en faut, je n'ai pas le choix, à moi de. Donc je trouve que c'est vraiment pernicieux comme propos. Ouais. Après t'as un voisin problème de voisinage, voilà, à la campagne. On m'a dit de toute façon les gens comme vous je les aime pas. Bon, ok, enfin c'est. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais c'est de l'homophobie, là. Ah oui, tout à fait. Mais faut choisir. Mon ex, j'adorais cette phrase, que des fois, il arrivait à me calmer en tant qu'hypersensibilisé. Enfin, Antoine, il faut que tu choisisses tes batailles. Choisis tes batailles. Et ça, c'est un conseil qu'il m'a donné. Et avec ça, il a réussi à me calmer plusieurs fois. Choisis tes batailles. Tout n'est pas... sujet à discussion. Tout n'est pas sujet à confrontation. Des fois, il vaut mieux laisser tomber, parce que ça sert à rien de discuter, en fait. Que cette personne-là dise qu'il en faut ou que j'aime pas les gens comme vous, t'en as rien à foutre. Et c'est vrai, en fait. En fait, une fois que tu te mets à répondre, une fois que tu te mets à décider d'avoir une stratégie pour dire non et stop, quand tu es dans un village... il y a aussi ça t'embarque, quoi, ça t'inonde. Enfin, tu vois, quand tu décides de te défendre, je trouve que tu vas payer un prix. Et moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit, et je suis d'accord, il faut choisir quel prix on va être prêt à payer. Mais je crois aussi qu'il y a des violences que moi auxquelles j'ai besoin de m'affairer et de dire stop et de payer le prix que je vais devoir payer. Alors, mais j'ai pas d'exemple là qui me vient et tout. Oui, des fois, tu dois dire, je suis d'accord avec toi. Quand ça va trop loin, il faut dire stop. Moi, ma dépression, elle est venue de ça. Elle est venue au fond de moi. Il y avait un Guillaume qui disait, il y a un moment donné où on va pouvoir vivre ou pas. Il y a un moment donné où on va pouvoir... moi, je suis là, je t'attends et tu baisses les chines et tu t'accommodes, tu t'adaptes pour ne pas avoir l'air d'eux. Tous ces gens, et volontairement je mets dans un gros sac, tous ces connards d'homophobes dictent l'intégralité de ta vie, de ce que tu as le droit de penser, puis tu vas essayer de regagner de la valeur à leurs yeux. Enfin, on est en échange là avec les homophobes, mon petit Guillaume. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter et on va pouvoir vivre ? Et voilà, il y a aussi ce Guillaume-là, quoi. Maintenant, je me dis, j'ai vécu la violence, tout ça, voilà, et je veux pas la revivre. Maintenant, je m'en fous, concrètement. Ce que les gens pensent de moi, peu m'importe. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, tu vois. Et je vais pas les emmerder, en fait. Bon, pourquoi ils iraient m'emmerder ? S'ils disent quoi que ce soit qui va me choquer, moi, directement, tu vois, ça me dérange pas. Par contre, je fais très attention en ce moment sur la transphobie, tu vois.
Et je sais que quand je vois un garçon qui assume son côté féminin ou qui a fait ça, qui est en process de changement de sexe, et si je le vois par exemple dans un tramway, parce qu'à Malte, il y a des tramways, ou même ici à Paris, j'aurai un regard attentif, presque de protection, tu vois. Donc je ferai attention. C'est vraiment l'attitude. Tu t'autorises les combats pour les autres que tu ne t'autorises pas à toi. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait mon passage, c'était dur, tu vois. 52 ans, voilà. Mais quand je vois des jeunes garçons, déjà, je sais que le passage, accepter qu'on soit homosexuel, mais le passage changement de sexe, c'est encore plus violent. Tu vois. Donc j'ai plutôt, vraiment, en ce moment, et même depuis le début, ce soin. Cette empathie, ce soin. Et là, je ferai vraiment attention. Et là, je me dis, si jamais il se passe quelque chose, là, c'est clair que je vais réagir. C'est intéressant. Tu vois, il y a deux stratégies face à une attaque, je trouve. Je viis de cracher sur mon micro. Mais pas sur mon visage, donc c'est parfait. Un énorme postillon. Ça ne m'est jamais arrivé en 180 épisodes. Pour moi, il y a deux stratégies face à la violence. Il y a ça ne m'atteint pas. Et donc, en fait, l'ignorance... Je trouve, c'est vraiment une opinion personnelle, hein, je ne suis pas thérapeute, mais il y a des ignorances que j'incarne qui sont dévastatrices, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre et je gagne et je suis en sécurité et je me sens bien, enfin voilà. Et il y a une autre stratégie qui est je n'avalerai pas ta merde, donc non seulement je te la renvoie, je la crache et après je mets un plexiglas entre toi et moi. Et donc cette deuxième stratégie, c'est plus une stratégie d'action où tu vas payer quand même un prix. La première, tu payes un prix si jamais ça ne t'atteint pas vraiment. Donc, on est dans un village, il y a un voisin qui m'agresse. Si je fais la stratégie de ça glisse sur moi, alors qu'en fait, après, je suis en train d'avaler sa merde et quand je rentre dans ma maison et dans mon intime, ça me brise en partie. Pour moi, c'est problématique. Est-ce que toi, t'as déjà... Et j'entends que toi, c'est ce que tu dis. Tu dis, bon, bah, les gens, ils parlent et tout, je m'en tape, ça me glisse dessus. Est-ce que toi, dans tes années en campagne, tu as parfois choisi la stratégie de stop? Non. Non. Parce que tu ne le souhaitais pas. Moi, c'était la stratégie, c'était le silence. Okay. Je réponds pas, ça ne sert à rien. Et pour répondre aussi... Et ça te va, hein? Ça me va, parce que ça ne sert à rien. Okay. Tu vas parler des gens. J'aime pas dire c'est bon, comme toi, en fait. Il y a des personnes... Excuse-moi. J'ai lu un bouquin. Attends, parce que je veux aller au bout de ma question. Toi, tu dis, attends, les gens parlent et tant pis. Est-ce que, et donc silence, et cette stratégie me va, est-ce que quand tu rentres chez toi, dans ton intime, est-ce que ça brise quelque chose? Alors, non, parce que j'ai appris en tant qu'hypersensible depuis tout petit à oublier. Je fais abstraction. Là, on va aborder un sujet sur le sexe tarifé. J'oublie les mauvais moments. J'ai cette capacité à oublier les mauvais moments. Et ça, c'est ma stratégie de défense. Oublier les mauvais moments et ne garder que les bons moments. Donc, ma stratégie est le silence. Ce que je te dis tout à l'heure sur ma réaction, mon attention que je peux porter aux jeunes garçons homo qui vont plus montrer leur part féminine que moi, je serai attentif à ce qui se passe dans le lieu public, autour d'eux. Tu vois. Mais c'est la même chose pour les femmes. Tu vois, parce que tu as aussi une violence pour les femmes hétérosexuelles, on va dire, qui est le harcèlement. Je serai attentif à ça, tu vois. Mais pourquoi tu leur offres une stratégie que tu t'offres pas toi? Je m'offre ma stratégie, moi, je l'ai adaptée, et c'est le silence. Dans mon comportement de tous les jours, je pense être plutôt masculin, tu vois. Au bureau, on m'a toujours dit, mais ta femme, parce que je n'ai pas à montrer, en fait. Je veux pas montrer ma vie privée. Donc, on me considère comme rentrant, comme tu dis, pour reprendre un de tes termes, dans la norme. J'aime pas ce terme. Parce que je pense que le monde est fait de différentes choses, différentes couleurs, différentes personnes, différentes choses, tu vois. Donc, on est tous dans la norme, en fait. Que ce soit hétéro, transphobe, femme, homme, fourmi, chien, on est tous même chose, tu vois. C'est un peu ma pensée. Moi, j'ai mis en place cette stratégie, le silence, ne pas répondre, oublier, mais des personnes qui sont dans... Je le vois, c'est ma perception des choses, que j'ai un certain don d'empathie. Là, je pourrais leur offrir un peu d'énergie pour les défendre. Et ça peut être, par exemple, quand je sens... Là, le métro, c'était hier soir. Une jeune femme qui était un peu mal à l'aise, tu te mets je me suis mis entre le groupe de garçons et elle, tu vois. Tu vois voilà.
C'est la fin de cette première partie. Oui. Antoine, j'ai envie de terminer sur une petite psychologie de comptoir. Vas-y, j'adore. Moi, mon intuition, c'est qu'il y a le petit Antoine en toi qui a besoin que tu ailles aider les autres. Enfin, aider les autres dans cette stratégie que tu ne t'es pas autorisée, qui n'est ni le silence, ni j'ai l'air masculin, comme ça je me fais pas emmerder. Que quelque part, pour moi, c'est un indice. Déjà, c'est très chouette. Je pense que c'est chouette que tu veuilles prendre soin des autres. Mais pour moi, c'est un indice pour ta suite. Oui. C'est qu'à mon avis, il y a en toi une femme, un féminin, un différent, entre gros guillemets, qui s'est suradapté et qui a peut-être besoin de chanter, de faire entendre sa belle mélodie. Sans doute. Rendez-vous dans la deuxième partie. Oui. Tu vas raconter, on va aller dans cette histoire de sexe tarifé, si ça te va. Super. Ouais. Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.